Ok, ici c'est moins 1. Ça va changer que ma troisième ligne. C'est ça. Donc, ici, 1, donc 1, ça change pas, ici ça fait bien 1. Ici j'ai 0, 1, 0, ça fait bien 1. Et ici par contre c'est là que ça va changer, puisque je vais avoir 0, n moins 1 et non pas n plus 1. Et donc ça va avoir un effet juste sur cette dernière ligne là. Alors comment est-ce que je savais que ça n'était pas bon? Parce que, entre autres, ça doit fonctionner pour n égale 0, et pour n égale 0 ici il faut que j'ai 1. Et pour n égale 1, je dois retrouver la matrice M. Et donc ça ne marchait ni dans un cas ni dans l'autre. Donc, moins 1 plus 3, ça me fait 2. 2 plus 2 fois n moins 1. Ici, j'ai donc 2n moins 2 plus 2, ce qui me fait bien 2n. 0, 1 plus n moins 1. n moins 1 plus 1, ça me fait bien n. Et là, ça colle. 2 moins 4, ce qui me fait moins 2. Moins 2, donc je vais avoir moins 3n. Moins 3n plus 3 moins 2, moins 3n plus 1. Et pour n égale 1, ça colle aussi, donc ça marche. Donc voilà ma matrice m puissance n, que je ne recopie pas intégralement, elle est un peu longue. Vous voyez, juste pour une petite erreur, c'était pas une erreur de calcul, c'est une bête erreur de recopie au moment où j'ai écrit ma matrice P. Bon, on a terminé la question 5, passons à la question 6. Sixième et dernière question. Calculer m moins i3 au carré. Bon, bah, m moins i3, ça c'est quoi? Je vais avoir 4, 2, moins 6, moins 2, moins 1, 3, 2, 1, moins 3. Donc m moins i3 au carré, c'est donc 4, 2, moins 6, moins 2, moins 1, 3, 2, 1, moins 3 au carré. Je vais essayer de recopier bien pour ne pas me tromper. Donc, 4 fois 4, 16. 16 moins 4, 12. 12 moins 12, 0. 8 moins 2, 6. 6 moins 6, 0. 12. 12 moins 3, 9. Moins 9, 0. Donc là, vu comme c'est parti, on se dit qu'il y a de très grandes chances qu'il y ait beaucoup de coefficients qui soient nuls, voire pourquoi pas carrément tous les coefficients nuls. Moins 8 plus 4, moins 4. Moins 4 plus 6, ça me fait 2. Donc ce ne serait pas tous les coefficients qui seraient nuls. Moins 4, moins 4, moins 4 plus 2. Tout d'un coup, est-ce que j'ai bien fait le bon calcul? Moins 8 plus 2, ça me fait moins 6. Moins 6 plus 6, 0, décidément. Moins 4 plus 2, ce qui me fait moins 2. Moins 4 plus 2, moins 2. Moins 2 plus 3, ça me fait 1. 12. 12 moins 3, 9. 9 moins 9, 0. 8. 8, 6. Moins 6, 0. 4. 3, 0. C'est quand même étrange le coefficient, je vais recalculer. Moins 12. Moins 12 plus 3, moins 9. Plus 9, 0. Moins 4. Moins 4 plus 1. Moins 4 plus 1, ça me fait moins 3. Qu'est-ce que j'ai calculé? Plus 3, ça fait 0. Décidément, que de temps perdu. Que peut-on dire de f
On a donc f moins id ou f moins id et l'application nulle. Voilà ce que l'on peut dire, avec tous les sous-entendus que cela comporte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas injective, et ainsi de suite, elle n'est pas bijective. Elle n'est pas surjective non plus. Question B. Soit T appartenant à E, différent du vecteur nul, lambda appartenant à R, tel que f de lambda T, f de T égale lambda T. Montrer que lambda égale 1. Bon. Soit T appartenant à E, T différent du vecteur nul, on nous dit lambda appartenant à R, tout ça tel que f de T égale lambda T. Bon. On a donc, d'après ce qui précède, f moins id rond f moins id de T qui est égal au vecteur nul. D'où f moins l'identité de f moins identité de T, donc de f de T moins T, est égal au vecteur nul. Sauf que f de T est égal à lambda T. Donc ça, en fait, c'est lambda moins 1 multiplié par T, puisque f de T égale lambda T. L'intérêt d'avoir ça, c'est qu'on va donc avoir f de lambda moins 1 T moins lambda moins 1 T est égal au vecteur nul. En d'autres termes, lambda moins 1 f de T moins T est égal au vecteur nul. Mais f de T, c'est lambda T. Donc on a lambda moins 1 facteur de lambda moins 1 T qui est égal au vecteur nul. Or, T est différent du vecteur nul. Si j'aurais dû mettre vecteur nul partout. Donc, lambda moins 1 au carré égale 0, ce qui revient à dire que lambda moins 1 égale à 0, ce qui revient à dire que lambda égale 1. Donc si f de t est égal à lambda t avec t différent du vecteur nul, et bien lambda est égal à 1. On verra plus tard qu'on appellera ça une valeur propre, hein, ça sera dans le prochain chapitre. Question C. En déduire qu'il n'existe aucune base de E dans laquelle la matrice représentative de F est diagonale. Imaginons que F soit diagonale. Alors, supposons que, j'ai dit F soit diagonale, c'est n'importe quoi. Supposons qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de F est diagonale. Dans cette base, notons-la, cette base, hein, c'est D, je vais l'appeler D, A1, A2, A3, une base de 3 vecteurs. Dans cette base, on aurait matrice de F dans la base D égale à
3 coefficients, donc alpha 0, 0, 0, bêta 0, 0, 0, gamma. Bon. Et f de A1 serait donc égal à alpha A1, avec A1 dans E et A1 différent du vecteur nul. D'après ce qui précède, on aurait alpha égale 1, puisque si je veux avoir f de quelque chose égale un certain coefficient fois quelque chose, il n'y a que le coefficient qui marche. De même, comme f de A2 serait égal à bêta A2, bêta égale 1. Et f de A3 égale gamma A3, donc gamma égale 1. Finalement, si jamais c'était le cas, on aurait donc la matrice de f qui serait l'identité. Matrice dans la base D de f est égale à I3. Et ça, c'est très embêtant, parce que si je m'intéresse à la matrice de passage de la base D à la base B, par exemple, on aurait alors la matrice N, qui serait la matrice de passage de la base D à la base B moins 1, multipliée par la matrice de F dans la base D, qui est I3, multipliée par la matrice de passage de la base D à la base B. C'est-à-dire qu'on aurait, je multiplie par l'identité P-1 de DB multiplié par P de DB, et ça c'est I3. Or M est différent de I3. C'est absurde. Donc, il n'existe aucune base de E dans laquelle F a une matrice diagonale. C'est pas possible. Voilà pour cet exercice. Alors c'est parti pour le corriger de ce premier DS, donc plusieurs exercices, un DS assez long, et je pense que globalement les autres DS de l'année seront de la même longueur. Je ne corrigerai pas l'exercice 2, enfin je corrigerai vos copies bien sûr, mais l'exercice 2, étant donné que c'est un exercice que je vous ai donné pendant les vacances, c'est le même, je ne vais pas refaire une vidéo avec le même corrigé. Donc l'exercice 2, on se passera de vidéo, mais les autres, bien sûr, les autres exercices seront corrigés. Donc le premier exercice, un exercice en lien avec ce que l'on a fait en classe sur l'algèbre linéaire, avec des questions qui sont un peu indépendantes les unes des autres pour certaines, et c'est pas un exercice vraiment type concours, et ce pour une bonne cause, c'est tout simplement parce que tant qu'on n'a pas fait la réduction des endomorphismes, qui sera notre prochain chapitre d'algèbre linéaire, eh bien c'est difficile d'avoir des exercices de concours. Alors, première question. Soit x, y, z appartenant à R3, que vaut f de x, y, z, sachant que f est un endomorphisme dont la matrice est la matrice M donnée un petit peu au-dessus. Bon. Là, donc comme f a pour matrice M, ou plus exactement comme M, c'est la matrice de f dans la base B, vous avez f de E1 qui est égal à 5E1 moins 2E2 plus 2E3. Vous avez f de E2, c'est la deuxième colonne en fait, c'est 2E1 plus E3, et f de E3, c'est moins 6E1 plus 3E2 moins 2E3. Bon. Si je prends x, y, z dans R3,
eh bien, on a x, y, z qui est égal à x multiplié par E1 plus y multiplié par E2 plus z multiplié par E3. Là, tout l'intérêt de la base canonique. Et donc, par linéarité, vous avez f de x, y, z qui vaut x multiplié par f de E1 plus y multiplié par f de E2 plus z multiplié par f de E3. Il ne me reste plus qu'à remplacer E1, E2, E3 par ce que ça vaut. C'est-à-dire x multiplié par 5E1 moins 2E2 plus 2E3 plus y multiplié par 2E1 plus E3 plus z multiplié par moins 6E1 plus 3E2 moins 2E3. C'est-à-dire E1 qui va être multiplié par 5x plus 2y moins 6z multiplié par E1, plus en E2, j'ai moins 2x plus 3y, plus 3z, pardon, multiplié par E2, plus en E3, j'ai 2x plus y moins 2z multiplié par E3. En d'autres termes, vous avez 5x plus 2y moins 6z comme premier coefficient, moins 2x plus 3z comme deuxième coefficient, 2x plus y moins 2z comme troisième coefficient. J'ai fait mes calculs, je n'oublie pas de conclure. Donc, pour tout x, y, z dans R3, vous avez f de x, y, z qui est égal à cette chose-là. Alors, c'est un peu grand. On peut faire un copier-coller. J'ai pas trop le courage de recopier. Copier-coller, hop, hop. C'est trop grand. On triche un petit peu. Et voilà. Première question toute simple. Évidemment, ceux qui me donneraient la réponse directement, j'accepte. C'est plutôt simple. J'ai beaucoup détaillé, mais je n'attends pas forcément autant de détails. Question B. F est-il un automorphisme? On sait déjà que F est un endomorphisme de E. La question à se poser, c'est F est-il bijectif? Si oui, ça sera un automorphisme, sinon ça n'en sera pas. Pour ce faire, on peut s'intéresser au noyau de F. Voilà, on a donc, je vais avoir besoin d'une nouvelle page. Être dans le noyau, ça équivaut à 5x moins 2y. Est-ce que c'est bien ça? C'est plus 2y moins 6z égale 0. Moins 2x plus 3z égale 0. Et enfin, 2x plus y moins 2z égale 0. On va résoudre ça. Qu'est-ce qu'on peut faire assez facilement? On peut éliminer alors, la troisième ligne, je vais la remettre en premier. La deuxième, donc L1 reçoit L3. La deuxième, je n'y touche pas. Et la troisième ligne, je vais faire la première moins 2 fois la troisième. 5x moins 4x, il va me rester x. 2y moins 2y, il n'y en a plus, je l'ai fait exprès. 6z moins 2z, donc plus 4z, moins 2z, égale 0. Je ne touche pas à la première. Je ne vais pas non plus toucher à la deuxième.
Et pour la troisième, je vais la modifier. Je vais la modifier comment? En faisant par exemple 2L3 plus L2. 2x moins 2x, s'il n'y en a plus. Moins 4z plus 3z, je vais avoir moins z qui vaut 0. En d'autres termes, z vaut 0. Si z vaut 0, d'après la deuxième ligne, x vaut 0. Et si x et z valent tous les deux 0, j'ai forcément y qui vaut 0. D'où k de f est réduit au vecteur nul. Si k de f est réduit au vecteur nul, alors j'encadre ça, mais pas en rouge, ça n'est pas ma conclusion finale. Donc, f est injective, ou injectif puisque c'est un endomorphisme. Or, f appartient à L de E, et, bien sûr, dimension de E vaut 3. On est en dimension finie. Donc f est bijectif. Puisque en dimension finie, les endomorphismes qui sont injectifs sont aussi surjectifs et sont aussi bijectifs. Il y a même équivalence entre tout ça. Donc f est un automorphisme de R3. Ou de E, ce qui revient au même dans ce cas-là. C'est bon pour la première question. Passons à la deuxième. Montrer que f et g sont stables par f. Je vais prendre un vecteur de f. Comme f est égal à vecte de u, eh bien alors il existe un réel lambda tel que x est égal à lambda u. En d'autres termes, alors j'ai appelé mon vecteur x, je vais plutôt l'appeler, alors j'ai déjà quelque chose qui s'appelle v. Je vais l'appeler x, y, z. x, y, z est égal à lambda u, c'est-à-dire lambda multiplié par 1, 1, 1. D'où x, y, z est égal à lambda, lambda, lambda. F de lambda, lambda, lambda vaut, c'est là que je vais utiliser mon premier travail, 5 lambda plus 2 lambda moins 6 lambda, il va me rester lambda. Ensuite, j'ai moins 2 plus 3, ce qui va me faire lambda. Moins 2 lambda plus 3 lambda, ça me fait lambda. Et le dernier, 2 plus 1, 3, moins 2, ça me fait lambda. Et je remarque que mon lambda, lambda, lambda appartient à f en fait. D'où, pour tout vecteur, comment je vais l'appeler? Pour tout vecteur A appartenant à f, f de A appartient à f. Grand F est stable par petit f. Même chose avec G. Alors avec G, c'est un peu plus compliqué parce que G est un espace de dimension 2. Donc si je me donne x, y, z appartient à G, alors il existe un couple, cette fois, tel que x, y, z est égal à lambda u plus mu v. Bon. En d'autres termes, c'est lambda v plus w, sinon ça ne va pas marcher. Donc, je pourrais faire le travail comme ça, mais je vais être un petit peu plus malin. Donc f de x, y, z, ça sera par linéarité lambda f de v plus mu f de w. C'est-à-dire lambda multiplié par f de v. V c'est 2 moins 1, 1. Alors, j'aurais dû noter ce que c'est. Donc 2 moins 1, 1. 10. Non, oui, c'est 2 moins 1, 1. Donc 10 moins 2, 8. 8 moins 6, 2. Ensuite, moins
Moins 2 multiplié par 2, ça nous fait moins 4. Moins 4 plus 3, ça nous fait moins 1. Et pour W, 2 fois 2, 4. 4 moins 1, 3. 3 moins 2, 1. Donc je reconnais V. Plus mu, multiplié par f de W. Alors f de W, je vais avoir moins 10. Moins 10 plus 4, moins 6, ce qui va me faire moins 2. Et les autres, je les calcule de même. Je trouve moins 2 et 1, j'abrège un petit peu. Bref, je trouve lambda V plus mu W. C'est-à-dire que je trouve la même chose, en fait. C'est-à-dire que... alors, c'est étonnant, ça. C'est très étonnant. Mais après tout, pourquoi pas. Hop. Pour tout A appartenant à G, f de A appartient à G quand G est stable par F. C'est-à-dire que ça va même plus loin que la stabilité. C'est-à-dire que carrément, F est l'identité sur chacun de ces deux espaces. C'est ça qui est étrange. Est-ce que je ne me serais pas trompé dans les calculs? 5 fois 2, 10. 10 moins 2, 8. 8 moins 6, 2. Non, je ne me suis pas trompé. Bon. Petit b, montrer que f et g sont supplémentaires dans E. Être supplémentaire, en fait, c'est dire que f et g sont en somme directe et que la somme directe de f et g, c'est égal à E. Donc, montrons que E, c'est f plus g. Pour ça, on connaît une base de f. U est une base de f. Facile, ça n'est pas le vecteur nul, et il n'y a que f, c'est vecteur de U. V et W ne sont pas collinaires. Alors, V et W ne sont pas collinaires. Alors, ça me fait penser que... Bon, je ne me suis pas trompé. Ne sont pas collinaires. Donc, forment une famille libre. Cette famille libre, elle engendre G. Donc, VW est une base de G. Si on arrive à montrer que UVW est une base de E, c'est gagné. Montrons que UVW est une base de E. Il y a trois vecteurs, il suffira de montrer la liberté. Soit alpha, bêta, gamma, 3 réels, tels que alpha U plus bêta V plus gamma W est égal au vecteur nul. Ce qui revient à dire que alpha plus 2 bêta moins 2 gamma est égal à 0. Que alpha moins bêta plus 2 gamma est égal à 0. Et que alpha plus bêta moins gamma est égal à 0. Je veux que les choses soient bien écrites. Et je vais résoudre ce système, par le pivot de Gauss bien sûr. La première ligne, je la laisse telle quelle. La deuxième, qu'est-ce que je vais lui faire? Eh bien, par exemple, je vais faire la première moins la deuxième. La première, j'ai dit, moins la deuxième. Alpha moins alpha, il n'y en a plus, je l'ai fait exprès. 2 bêta moins moins bêta, donc je vais avoir 3 bêta. Et moins 2 gamma, moins 4 gamma, qui vaut 0.
Et la troisième, eh bien, je vais faire par exemple la première moins la troisième. Alpha moins alpha, il n'y en a plus. 2 bêta moins bêta, il ne me reste que bêta. Moins 2 gamma moins gamma. Moins 2 plus 1, donc je vais avoir moins gamma, égale 0. Je ne touche toujours pas à ma première. Je ne touche pas à ma deuxième. Et ma troisième, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire par exemple 3 fois L2 moins L3. 3 fois L3 moins L2 pour faire disparaître les bêtas. Donc, je vais avoir 3 bêta moins 3 bêta, il n'y en a plus. Moins 3 gamma plus 4 gamma, ce qui me fait gamma, égale 0. Et il n'y a plus qu'à remonter. Si gamma vaut 0 dans la deuxième ligne, j'obtiens bêta égale 0. Si bêta et gamma sont tous les deux égaux à 0, j'obtiens alpha égale 0. Donc, la famille UVW est libre de cardinal 3 dans un espace de dimension 3. C'est donc une base de E. La concaténation d'une base de F et d'une base de E, d'une base de G, et donc une base de E. D'où E égale F plus G. F et G sont supplémentaires dans E. Et c'est réglé pour cette question de B. Question 3a. S est-il un SEV de M3 de R? A-t-on M appartenant à S et D, sachant que S est l'ensemble des matrices dont la somme des coefficients de chaque ligne vaut 1. La matrice nulle n'est pas dans M3 de R. Elle est dans M3 de R, mais elle n'est pas dans S. Donc S n'est pas un SEV de M3 de R. Si c'était un SEV, il contiendrait la matrice nulle. Ça n'est pas le cas. Argument simple, j'espère que vous n'êtes pas parti dans la démonstration du fait que c'est un SEV. A-t-on M appartient à S? Bon, je vais regarder. 5 plus 2 moins 6 égale 1. Moins 2 plus 0 plus 3 égale 1. 2 plus 1 moins 2 égale 1. Donc, la somme des coefficients, il me faut une nouvelle page, de chaque ligne de M vaut 1. J'ai donc M qui appartient à S. Et D. D, non. D n'appartient pas à S, car 0 plus 1 égale 2. Et 2, ça n'est pas 1. Passons à la question B. Soit U égale 1, 1, 1, et A appartenant à M3 de R. Montrer que A appartenant à S équivaut à AU égale U. Ça ressemble étrangement à une question du DM. Alors le DM, c'était des matrices stochastiques qui vérifiaient en plus, c'est-à-dire qu'on avait la somme de chaque ligne qui valait 1 et tous les coefficients qui étaient positifs. Oui, ce n'est pas forcément le cas ici. Néanmoins, les méthodes restent tout de même sensiblement les mêmes. Bon. Je vais donc me donner soit A appartenant à S. Bon. Donc vous avez A que je peux écrire
pardon, sous la forme A, B, C, D, E, F, G, H, I. AU est égal à, ben j'ai ABC multiplié par 1, 1, 1, donc A plus B plus C, D plus E plus F, G plus H plus I, et ça vaut 1, 1, 1, c'est-à-dire U, parce que A est dans S, donc la somme des lignes vaut 1. Donc, AU égale U. Je suis parti de A appartenant à S, j'en ai déduit que AU égale U. Je vais faire le contraire, soit A appartenant à M3 de R, tel que AU égale U. Il faut que je montre que A appartient à S. Bon. AU égale U, c'est-à-dire que, je vais toujours faire pareil, hein, notons A égale A, B, C, D, E, F, G, H, I. AU égale U, ça équivaut à quoi? C'est-à-dire à A plus B plus C égale 1, D plus E plus F égale 1, G plus H plus I égale 1. C'est-à-dire que la somme des lignes de A vaut 1, par la somme de chaque ligne de A. Je vais plutôt noter ça comme ça. D'où A appartient à S. Donc si j'ai ça, j'ai ça. Je conclus en disant que A est dans S, si et seulement si AU égale U. Dans le DM, c'était même plus compliqué parce que les matrices, elles n'étaient pas forcément 3, 3. Question 3c. En déduire que pour tout n appartenant à n, m puissance n est dans S. Très bien. Soit n appartenant à n, notons Pn la proposition, m puissance n appartient à S. Bon. Pour 0, pour n égale 0, m puissance 0, c'est l'identité, qui appartient à S trivialement, puisque vous avez un 1 sur chaque ligne, pas de souci. P0 est vrai. Voilà. Ensuite, soit n appartenant à n, tel que m puissance n appartenant à S. Alors, m puissance n plus 1, c'est m multiplié par m à la puissance n, bon, avec m puissance n qui appartient à S. Comment je vais faire ça? Je vais m'intéresser à m multiplié par m puissance n multiplié par u. C'est m multiplié par u, puisque m puissance n u égale u. M puissance n est dans S. Et mu, c'est quoi? Ben, mu, c'est u, puisque m est dans S. Égale u, puisque m est dans S. Très bien. D'où m plus 1, m n plus 1 u égale u. M appartient, m n plus 1 appartient à S. Il ne me reste qu'à conclure cette récurrence par principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n, m puissance n appartient à S. C'est réglé. Question 4. Question 4. Soit G appartenant à L de E, tel que G de x, y, z égale z, 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 justifier que B' égale machin est une base de E, puis donner la matrice, les matrices
G et G' de G respectivement dans les bases B et B'. Bon, très bien. Soit alpha, bêta, gamma dans R3, tel que alpha E1 plus bêta E2 plus gamma U égale 0, 0, 0. Ce qui revient à dire que alpha plus gamma égale 0, bêta plus gamma égale 0, gamma égale 0, c'est-à-dire alpha égale 0, bêta égale 0, gamma égale 0, puisque si gamma égale 0, en reportant dans les deux premières lignes, on a immédiatement alpha et bêta qui valent 0. Donc, la famille alpha, bêta, gamma, je vais aller trop vite, E1, E2, U est libre. Dans R3, c'est une base de R3. C'est une base de R3. Je vais quand même noter toute la suite parce que je ne voudrais pas qu'on puisse penser. Il est libre dans R3 et contient 3 vecteurs. E1, E2, U est une base de R3. La matrice de G dans B et B', G de E1, eh bien je vais avoir G de 0, non, E1 c'est 1, 0, 0. C'est-à-dire que je vais avoir ZZZ, donc 0, 0, 0. G de E2, ça sera donc G de 0, 1, 0. Je ne garde que le troisième coefficient, c'est 0. Et G de U, c'est G de 1, 1, 1, c'est-à-dire 1, E, 0, ZZZ, donc 1, 1, 1. Donc ça, c'est 0 fois E1 plus 0 E2 plus 0 U. Ça, c'est 0 E1 plus 0 E2 plus 0 U. Ça, c'est 0 E1 plus 0 E2 plus 1 U. J'ai donc la matrice de G. La matrice de G dans la base B', qui est donc la matrice G', qui est égale à 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Voilà. Ensuite, dans la base B, j'ai de E1, on l'a déjà fait, j'ai juste besoin de G de 3. G de 3, ça sera G de 0, 0, 1, mais là aussi ça va faire 1, 1, 1. Par contre, là il y a une différence, puisque je dois exprimer en fonction de E1, E2, E3, donc c'est une fois E1, plus une fois E2, plus une fois E3. D'où la matrice dans la base B de G, qui s'appelle G. Donc j'ai 0, 0, 0, 0, 0, 0, mais 1, 1, 1. Et ben c'est bon. L'implication suivante est-elle vraie? Si A appartient à S et que B est semblable à A, alors B appartient à S. Bon. Soit on pense que c'est juste, soit on pense que ça ne l'est pas. Là, probablement que, que la question précédente a sans doute un rôle à jouer dans cette histoire. L'histoire de matrice de G, on peut remarquer ici que la matrice G est dans S.
G' n'y est pas. Or, G et G' sont semblables, car elles sont la matrice d'un même endomorphisme dans deux bases. Donc on a G appartient à S et G' semblable à G. Et pourtant, G' n'appartient pas à S. La proposition est fausse. Je viens de trouver un contre-exemple. Question 5. Montrer que C égale UVW est une base de E. On l'a déjà fait. On a déjà montré à la question 2b que C en fait, est une base de E. Évidemment, si vous n'avez pas utilisé cette méthode, la concaténation des bases, pour répondre à la question 2b, il faut le faire à ce moment-là. Écrire la matrice de passage de B à C. Donc la matrice de passage, on nous dit qu'on doit la noter P. P, c'est quoi? Je dois écrire les vecteurs de la nouvelle base dans l'ancienne. L'ancienne, c'est la base canonique, donc c'est assez simple. Donc je vais avoir 1, 1, 1. Ça, c'est le vecteur U dans l'ancienne base. Je vais avoir ensuite 2, moins 1, 1. Et le dernier, c'est moins 2, 2, moins 1. Quand même pas mal de questions simples. J'espère que ces questions-là, vous aurez les points. Question 5b. Déterminer la matrice de passage de C à la base B. La matrice de passage de la base C à la base B. Donc je vais plutôt noter P. C'est l'inverse de la matrice de passage de B à C, c'est-à-dire P-1. Et donc par le pivot de Gauss, on va devoir inverser la matrice. C'est un peu long, mais alors je vous dis, moi j'aime pas les matrices augmentées, mais je ne vous interdis pas de le faire. Donc moi, je ferai ça comme ça. Mais pas de souci. Donc la première ligne, dans un premier temps, je n'y touche pas. La deuxième ligne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par exemple par supprimer le 1 en faisant la deuxième ligne moins la première. 1, moins 1, 0. Moins 1, moins 2, je vais avoir moins 3. 2, moins 2, donc 2 plus 2, je vais avoir 4. 0, moins 1, je vais avoir moins 1. 1, moins 0, ça me fait 1. 0, moins 0, ça me fait 0. La ligne 3, je vais faire la ligne 3 moins, par exemple, la ligne 1. 1, moins 1, 0. 1, moins 2, moins 1. Moins 1 plus 2, ça me fait 1. Ensuite, ici, 0, moins 1, je vais avoir moins 1. 0, moins 0, 0. 1, moins 0, ça me fait 1. Ensuite, la première ligne, je ne vais toujours pas y toucher. Ma deuxième ligne, du coup j'ai un doute, L3 moins, non c'est bien ça, c'est bien ça. Ma deuxième ligne, pour le moment, je n'y touche pas. Et la troisième ligne, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, par exemple, je vais faire 3 fois L3 moins L2.
Donc 0, moins 0. Moins 3, moins 3, 0. 3, moins 4, ce qui me fait moins 1. J'aurais dû peut-être d'ailleurs faire L2, moins 3, L3. Donc, je vais faire ça. Hop, je change. Je fais L2, moins 3, L3. Pourquoi? Parce qu'ici, ça me fait 1. Ça me fera une étape de moins à la fin. Donc la première, je n'y touche pas. La deuxième, je n'y touche pas. Et ensuite, je vais faire L2 moins 3 L3. Donc moins 1 plus 3, ça me fait 2. 1 moins 3 fois 0, bah, ça me fait 1. 0 moins 3 fois 1, ça me fait moins 3. Voilà. Et ensuite, il faut que j'élimine d'autres coefficients. Donc la première, je vais y toucher. Donc, je vais faire L1 reçoit L1 plus 2L3. Comme ça, je vais avoir donc 1, 2, et puis moins 2 plus 2, 0. Donc 1 plus 4, je vais avoir 5. 0 plus 2, je vais avoir 2. 0 moins 1, je vais avoir moins 6. La deuxième ligne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la deuxième ligne, moins 4 fois la ligne 3. 0, moins 3, 4, moins 4, 0, c'est fait exprès. Puis la dernière, je n'y touche pas pour le moment. L2, moins 4, L3, donc moins 1, moins 8, ça va me faire moins 9. Ça commence à faire des gros coefficients, ça m'inquiète un peu. 1, moins 4, je vais avoir moins 3. 0, moins 0, moins 4 fois moins 3, donc ça me fait 12. Pourquoi pas, après tout, hein. Ensuite, surtout que la deuxième, elle va être divisée, donc ça devrait assez bien se passer. Donc la troisième, je n'y touche pas. La deuxième, je vais faire L2, soit moins 1 tiers de L2. Donc j'ai 0, 1, 0. Donc ici j'ai 2, 1, moins 3. Ici je vais avoir 3. Ici je vais avoir 1. Et ici, 12 divisé par 1, je vais avoir moins 4. Déjà plus acceptable comme coefficient. Et enfin, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire rien. Je ferai ça à l'étape d'après. Alors j'aurais pu faire en même temps, mais je préfère ne pas vous donner de mauvaises habitudes, surtout des habitudes qui pourraient conduire à des erreurs de calcul. Et donc cette fois, je modifie ma première ligne en disant que la première reçoit la première moins 2 fois la deuxième. Donc je vais avoir 1 moins 0, 1. 2 moins 2, ça me fait bien 0. 0. 0, 1, 0, la deuxième, j'y touche pas. Et 0, 0, 1. Je n'y touche pas. Ici, je vais avoir 5 moins 6, c'est-à-dire moins 1. 2 moins 2, 0. Moins 6 plus 8, ce qui va me faire 2. 3, 1, moins 4, 2, 1, moins 3. Ce qui me permet d'avoir la matrice de passage de C à B, qui vaut moins 1, 0, 2, 3, 1, moins 4, 2, 1, moins 3. Et ce qui me permet de terminer cette question 5B. Question 5C. Justifier que D est la matrice de F dans la base C. Je vais calculer pour ça F de U. F de U, on a dit que c'était U. F de V, on a dit que c'était V. Et F de W, c'est là que je pense que j'ai fait une petite erreur, parce que ça ne me convient pas. C'était pas logique d'avoir non plus... je vais le recalculer, F de W. Donc ça me fait moins 10. Moins 10 plus 4, ça me fait moins 6. Moins 6 plus 6, ça fait 0. C'est beaucoup mieux comme ça.
Où est-ce que c'est? C'est ici. Donc ici j'ai 0. Ensuite, je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé moins 2 tout à l'heure. Le deuxième. Le deuxième, moins 2x. Donc ce qui me fait 4. 4 moins 3, 1. Et non pas 2. Et enfin, W. C'est moins 1. Donc le dernier élément, j'ai moins 4. Moins 4 plus 2, moins 2. Moins 2. Moins 2 plus 2, ça me fait 0. Et là, je reconnais que 0, 1, 0, bah, si je regarde V et W, que j'ajoute V et W, bref, ça reste une combinaison linéaire de U et V, de V et W. Donc c'est bien dans G. Ça ne change rien au résultat. Par contre, ici, je vais avoir F de W qui vaut V plus W. D'où la matrice de F dans la base C, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Je reconnais bien ma matrice D. Vous voyez, j'ai fait une petite erreur de calcul, mais bah, un petit peu plus bas, je remarque cette erreur. Je sentais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais je n'arrivais pas à dire quoi. Calculer pour tout n d puissance n. Bon, bah, très bien. Alors le problème, c'est que la matrice d puissance n, elle n'est pas diagonale. Si elle était diagonale, ça serait très simple. Je n'aurais qu'à élever les coefficients diagonaux à la puissance n. Mais ça n'est pas le cas. Il va falloir que je fasse autrement. On peut calculer par exemple des carrés pour regarder ce qui se passe. Alors, multiplier par elle-même. Il n'y a que des 1 et des 0, donc ça va aller assez bien. La première ligne multipliée par la colonne vous donne 1. La deuxième vous donne 0. La troisième vous donne 0. Ensuite, la deuxième ligne multipliée par la première colonne, bah, ça fait 0. Ici, je vais avoir 0 plus 1, ça va me faire 1. Et ici, j'ai 0 plus 1, ça me fait 1 aussi. Ensuite, j'ai 0 plus 0 plus, ça me fait 0. 0, 0, 0, bah, 0. Et 0, 0, 1, ça me donne 1. Bref, je remarque que d carré égale d. Je vérifie quand même pour ce coefficient ici. Alors pour celui-là, je vais vérifier aussi. J'ai donc 1, 0, 0, 0, donc ça marche bien ici. Et pour ce coefficient qui est là, j'ai 0, j'ai 1, et j'ai 1. Donc ça me donne plutôt 2 ici. 0, 1, 2. Ça, c'est mieux. Et donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Il semblerait que pour tout n appartenant à n, d puissance n serait égal à 1, 0, 0, 0, 1, n, 0, 0, 1. On va montrer ça par récurrence. Pour n égale 0, d puissance 0, CI3, la proposition est vraie. On sait qu'elle est vraie pour n égale 1, pour n égale 2 aussi. Hein. Soit n appartenant à n, tel que d puissance n est égal à 1, 0, 0, 0, 1, n, 0, 0, 1. d puissance n plus 1, c'est donc 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, multiplié par d puissance n, 0, 0, 1, n, 0, 0, 1. Ce qui me fait
Première ligne par première colonne, j'ai 1. Première ligne par deuxième colonne, j'ai 0. Et ici, j'ai 0. 0, 0, 1. Et ici, c'est là que ça va être 1. Je vais donc avoir 1 fois n plus 1. J'ai donc bien n plus 1. Et la dernière ligne, j'ai 1. Conclusion. Pour tout n, alors par principe de récurrence, comme ça, ça occupe ma ligne. Pour tout n appartenant à n, d puissance n égale 1, 0, 0, 0, 1, n, 0, 0, 1. Là, on n'avait pas vraiment d'idée pour commencer. Je vous l'ai déjà dit, alors ça remonte un petit peu, hein, mais quand on ne sait pas trop ce qui se passe, le mieux c'est d'essayer de regarder ce qui se passe pour de petites valeurs de n. On avait d, on a essayé d carré, et en voyant d carré, la forme elle arrivait assez vite. En déduire m puissance n. Quelle relation on a entre m et d, ça c'est important. D, c'est la matrice de f dans la base C. Donc, eh bien, la matrice D, c'est P-1, M, P. J'applique la formule de passage. Et donc, comme j'ai du P-1, MP, pour tout n appartenant à n, alors, remarquez, je ne vais pas faire ça. D'où, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir m essentiellement. M égale P, D, P-1. Et donc, je ne refais pas une récurrence. Pour tout n appartenant à n, m puissance n est égal à P, D puissance n, P-1. Je n'ai plus qu'à faire ce calcul. Soit n appartenant à n, m puissance n égale, alors P. Alors là, évidemment, on a besoin d'avoir nos matrices. C'est UVW. Donc 1, 1, 1. Est-ce que je l'ai affiché quelque part? Oui. 2, moins 1, 1. Moins 2, 2, 1. Multiplié par la matrice D puissance n que l'on vient de calculer. Multiplié par P-1. Alors là, je ne sais pas par cœur. Elle est ici, moins 1, 3, 2. 0, 1, 1. Et 2 moins 4 moins 3. On va faire le calcul, puis on aura la matrice M puissance n. Donc, ça me fait 1. Ici, j'ai 0, plus 2. Ici, j'ai 0, 2n, moins 2. 1, ça me fait 1. Ensuite, j'ai 0, moins 1. 0, moins n, plus 2. 1. 1. Et n plus 1. Je réserve d'erreur de calcul dans la matrice P-1 essentiellement. Alors, donc je vais avoir moins 1 plus 6, ça me fait 5. 5 plus 2 facteurs de n plus 2n moins 2, donc ce qui me fait 4n moins 4 plus 5, donc 4n plus 1. Ensuite, 0, 2, plus 2n moins 2, ce qui va me faire 2n. 2, 2 moins 8, ça me fait moins 6. Moins 6
plus 3, moins 3 fois 2n moins 2, c'est-à-dire que je vais avoir moins 6n plus 12 moins 6, donc moins 6n plus 6. J'espère ne pas me tromper, il est un petit peu tard et que les erreurs de calcul, elles arrivent assez fréquemment. Donc moins 1, moins 3, ça me fait moins 4, moins 4, moins 2n plus 4, moins 4, je vais avoir moins 2n. Ensuite, 2 plus 4, ça me fait 6. 6 moins 3 fois, je vais donc avoir 3n. Moins 6 plus 6, ben j'ai juste 3n. Est-ce que ça marche? Oui, non. Parce que quand n vaut 0, je devrais avoir 1 ici. Donc je refais mon calcul. Moins 1. C'est pas 3n ici. Moins 1, donc je vais avoir moins n plus 2. Moins n plus 2. Moins 1, je vais avoir moins n plus 1. C'est ici, je vais avoir 3n en fait. Donc 2. 2 plus 4, ça me fait 6. 6, c'est ça. Ici, je vais avoir 3n. Je m'étais trompé d'une case. Est-ce que ça, c'est cohérent? Oui. Jusque-là, c'est tout à fait cohérent. Non, là, le moins 6 plus 6, il ne me va pas. Je vais le recalculer parce que lui, il n'est pas cohérent par rapport aux autres. Donc, 2, moins 4, 2 moins 8, ça me fait moins 6. Moins 6, donc je vais avoir moins 6n plus 6. Moins 6, c'est 6n. Ensuite, la dernière ligne, on va y arriver. Moins 1 plus 3, ça me fait 2. 2, donc 2n plus 2 plus 2, 2n plus 4. Ça ne me va pas. Moins 1, donc ça me fait 2. Et ici, j'ai 2n plus 2 plus 2, ça me fait bien 2n plus 4. Et il me faudrait plutôt un 2n plus 2. Donc là, il y aurait peut-être une petite erreur à un moment donné. Est-ce que c'est vraiment n plus 1 là? Ce n plus 1, c'est... Oui, bah oui, c'est n plus 1 ici. Ou alors c'est pas un 2 là. On verra pour les autres. Donc, ensuite, j'ai 0, 1, 1 plus n plus 1, j'ai n plus 2. Ça ne me va pas non plus, il faudrait plutôt que j'ai du n plus 1. Et le dernier, j'ai donc 2, moins 4, ce qui me fait moins 2. Moins 3n, moins 3, moins 2, j'ai moins 3n, moins 5. Et ça ne me va pas non plus. Ça ne me va pas non plus. Alors, je vais regarder les derniers coefficients de cette ligne-là. 1. Comment j'ai calculé? Ah oui, non, c'est avec ça. 1 plus 0 plus 0, ça me fait bien 1. 0 plus 1 plus 0, ça me fait bien 1. 0 plus n plus 1, ça me fait bien n plus 1. Ensuite, moins 1 plus 3, ça me fait bien 2. 2 plus 2n plus 1, ça me fait bien 2n plus 4. Bon, il y a une petite erreur de calcul. Troisième ligne, pas sûr. Je vais rapidement recalculer la matrice inverse parce que ça vient sûrement de là.
L2 moins 3L3. Moins 1 plus 3, ça me fait bien 2. 1 moins 3 fois 0, ça me fait bien 1. Non, c'est bon, ça marche. Donc le 2, 1, moins 3, il est bon, lui. Ou est-ce que c'est moi qui ai fait... Et donc ici, si j'avais 2n, ça serait bien. Ici, si j'avais n, ça serait bien. Et ici, si j'avais moins 2n, ça serait bien.